Bonjour à vous tous et merci d'être là. Vous avez choisi le meilleur débat, celui qui va être le plus intéressant, précisément parce que, pour reprendre le mot de Christine Lagarde, il y a un momentum. Et sur le sujet qui va nous intéresser, l'intergénérationnel, il y a en quelque sorte un double momentum. Il y a la crise Covid, d'un côté, qui a avivé les ruptures, arriver les failles, les débats aussi entre générations. On voit bien que l'économie, la santé ont privilégié très fortement les seniors. La crise sanitaire a fait en sorte que les arbitrages qui ont été rendus, les arbitrages publics, ont privilégié la santé des seniors et que les jeunes générations ont été particulièrement éprouvées dans la crise, même si tout le monde a été éprouvé, il ne faut pas se voiler la face, on y reviendra certainement. L'autre aspect du momentum, c'est que bien avant cette crise Covid, tout le pacte intergénérationnel issu de la Seconde Guerre mondiale qui carburait à la croissance, à l'espérance aussi que nous pouvions chacun entrevoir une vie meilleure que celle de nos parents ou nos grands-parents, tout ce système-là, cette espérance, ce progrès-là, d'une certaine manière, a été aussi très déstabilisé, enrayé par de nouveaux équilibres démographiques qui font qu'aujourd'hui, nos sociétés ont vieilli et que le financement de ce pacte social est devenu extrêmement complexe. Pour en débattre, je vais vous présenter notre panel qui est très riche, très vaste, comme vous le voyez. Alors, à côté de moi, Magda Tomassini, qui est directrice de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui a beaucoup travaillé sur les questions sociales et qui est membre du réseau européen Population Europe et qui mêle des centres européens en sciences de la population. À sa droite, Pascal Ruffnac, qui est président du directoire du groupe Bayard. Le groupe Bayard est particulièrement intéressant, c'est un groupe média qui s'adresse à la fois, qui est d'ailleurs dans l'intergénérationnel, puisqu'à la fois il a des publications de jeunesse et puis des publications pour les seniors. Et le groupe Bayard en plus développe un think tank tout à fait intéressant qui s'appelle le Club Landois et qui est dédié précisément à la révolution démographique, à ce problème intergénérationnel, en essayant de produire des travaux prospectifs innovants sur ce sujet. Et donc on aura l'occasion d'en discuter avec vous, Pascal Ruffnac. À côté de vous, je retrouve mes petites fiches pour faire ça dans l'ordre. Sylvain Rabuel, qui est président de Domusvi. Domusvi, c'est un groupe français et international qui est en France, en Espagne et au Portugal. C'est 40 000 salariés. Et précisément, vous vous occupez de prestations pour des gens de grand âge, avec des maisons de retraite médicalisées, des EHPAD. Et vous aussi, vous êtes d'une certaine manière un lieu intergénérationnel, puisque ce sont à la fois des jeunes générations qui s'occupent et soignent des générations du grand âge. Juste à côté de vous, Hervé Lebras, que chacun connaît bien ici puisqu'il est un habitué des rencontres, démographe, historien, mathématicien, qui a eu dans sa carrière l'habitude de nous livrer des cartes, des datas, des données. D'ailleurs, on ne parlait pas de data à l'époque, mais Hervé a toujours eu un appareil statistique qui nous permettait d'éclairer les réalités sociales, l'anatomie sociale de la France et les réalités sociales, notamment intergénérationnelles. Et donc, votre parole sera tout particulièrement attendue. À côté de vous, je ne vais pas perdre mes feuilles. Agnella Lamnawar, vous êtes vice-présidente de la FAGE. La FAGE, c'est le syndicat étudiant, qui a d'ailleurs le plus grand nombre d'élus dans les différentes instances, donc qui est tout à fait représentatif aujourd'hui. Et bien évidemment, vous nous parlerez de ce qu'ont vécu les étudiants depuis 18 mois. Vous avez été d'ailleurs votre syndicat particulièrement actif et en analyse et en proposition, et on aura donc à cœur de vous entendre. À côté de vous, Hakim El Karoui, qui est essayiste, qui est senior partner chez Brunswick Group. Hakim, vous intéressez sur ce sujet-là depuis longtemps. Vous avez écrit en 2013 La lutte des âges, et vous considérez d'ailleurs que le système dans lequel, le pacte finalement qui prévaut aujourd'hui est particulièrement injuste, et vous nous expliquerez pourquoi. Et puis, je termine par Hippolyte Dalbis, que chacun connaît ici, puisqu'il est membre du Cercle des économistes. Il travaille depuis, sa spécialité, c'est précisément la question de l'intergénérationnel, et il a publié de nombreux travaux sur ce sujet. Et donc, sa parole est aussi est légitime et très attendue. On va commencer avec vous, Magda. On a besoin peut-être pour caler cette discussion de quelques données de compréhension statistique. On parle de la France, même si on fera certainement référence à d'autres modèles et d'autres mécanismes de solidarité intergénérationnelle en Europe ou peut-être dans d'autres pays pour s'en démarquer, pour voir ce qui existe ailleurs. Mais avec vous, on a besoin peut-être d'une photographie d'abord des données. On part du réel, et le réel, c'est vous qui allez nous le présenter dans une courte intervention. D'accord, merci.
Oui. Donc de quel déséquilibre intergénérationnel parle-t-on sur un plan strictement démographique? Où en est-on du vieillissement de la population en France? Alors certes, nous sommes une société vieillissante, mais la France est l'un des pays européens le plus jeune, et on a tendance à l'oublier souvent. Alors, pour expliquer ce vieillissement, donc il faut avoir en tête que le vieillissement démographique est un phénomène mondial qui s'inscrit dans le cadre de la transition démographique, c'est-à-dire le passage d'une société avec une forte mortalité, une forte fécondité, vers une société avec une faible fécondité et une faible mortalité. Dit autrement, c'est une diffusion d'un modèle d'une famille avec de taille réduite par rapport aux anciennes familles et avec un vieillissement, un allongement de la durée de vie concomitant. Donc ce mouvement est inéluctable et il touche l'ensemble des continents. En France, il a commencé très tôt, il y a 2 siècles, et parce que la limitation volontaire des naissances y était diffusée avant les voisins européens. Donc alors que les moins de 20 ans représentaient un tiers de la population française il y a 50 ans, aujourd'hui, ces moins de 20 ans représentent 23,7%, soit 10 points de moins. Et à l'inverse, les 75 ans ou plus, leur part a doublé sur la même période, en passant de 4,7% il y a un demi-siècle à 9,6% de la population. Mais la transition démographique, lorsqu'elle est achevée, conduit à une situation d'équilibre dans laquelle le nombre de naissances et le nombre de décès vont se compenser. Donc pour avoir amorcé sa transition avant les autres pays européens, la France devient progressivement l'un des pays démographiquement les plus jeunes de l'Union européenne. L'âge médian de la population en France est de 42 ans. La France fait partie des 8 pays les plus jeunes de l'Union européenne. Pour avoir une idée, cet âge médian varie de 38 ans en Irlande à 47 ans en Italie. Et c'est un renversement par rapport à la période de l'entre-deux-guerres où la France était le pays le plus âgé d'Europe, voire du monde. Donc progressivement, nous sommes en train de nous positionner vers les pays les plus jeunes de l'Union européenne. Et si le vieillissement se poursuit maintenant, c'est principalement en raison de l'allongement de la vie, puisque la fécondité en France est assez stable au seuil un peu inférieur à 2, et vous savez que 2, c'est le seuil de remplacement des générations. Donc dans beaucoup d'autres pays, cette fécondité est nettement inférieure à ce seuil dans l'Union européenne, et c'est aux alentours de 1,6 enfants par femme. Donc au total, si on se réfère aux projections de l'ONU, d'ici 2050, l'âge médian en France atteindra 46 ans. Pour la population mondiale, cet âge médian serait alors de 36 ans. Et à l'intérieur de l'Union européenne, il varierait de 44 ans en Irlande et en Suède à 54 ans en Italie, où l'Italie subit concomitamment l'allongement de l'espérance de vie et la réduction un taux de fécondité particulièrement faible. On resterait dans la moyenne. On serait même dans la moyenne basse. Non, dans la moyenne basse, largement. On ferait partie on continuerait à rajeunir parmi la population européenne. Donc sur le plan strictement démographique, ce déséquilibre intergénérationnel est à relativiser si on se compare aux autres pays européens. Mais il ne s'agit pas d'éluder la question de cette modification de la structure par âge de la population, qui est liée, il ne faut pas l'oublier aussi, à un mouvement très positif pour l'humanité, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Donc c'est quand même porteur aussi c'est quand même très positif, il ne faut pas l'oublier non plus. Et cette question de l'allongement des étapes de la vie, de l'espérance de vie, s'accompagne d'allongement d'étapes de la vie plus généralement, avec un décalage de l'âge au premier enfant, un allongement de la durée des études, un allongement de la durée d'activité professionnelle, et c'est cette dilatation des différents temps de la vie qu'il faut regarder. Merci à vous. Je vais passer la parole à Hippolyte Dalbis en reprenant peut-être cette photographie là. Et je vous ai souvent entendu, Hippolyte, dire non, il n'y a pas de guerre des âges, il n'y a pas de génération sacrifiée, il y a une entrée aujourd'hui dans la situation des jeunes, d'une certaine manière, si on prend un peu de recul historique, beaucoup plus favorable que les générations précédentes, précisément parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est beaucoup plus grande, le monde est beaucoup plus riche qu'il ne l'était pour nos parents ou nos grands-parents
grands-parents. Et puis, malgré tout, on a des mécanismes, et c'est là-dessus que vous allez intervenir, de transfert intergénérationnel qui, selon vous, assure quand même une certaine stabilité et un point d'équilibre de la société qui fonctionne encore. C'est une thèse qui sera certainement discutée, peut-être voire même contestée dans le panel, mais j'espère ne pas l'avoir trop caricaturée. Mais en tout cas, on a besoin d'éclairer cette dimension, et notamment cette dimension de transfert entre générations telle que notre système social l'a construit et continue à le développer dans une société qui a bougé. Non, merci Vincent, donc tu as tout dit. Tu n'as pas du tout caricaturé, tu as fait les choses de façon très bien. Je pense qu'il y a une notion qui est très importante, c'est évidemment Magda a parlé de la démographie, c'est-à-dire de la structure par âge, en gros le nombre de personnes âgées ou le nombre relatif de jeunes, et de cette dilatation. Et moi je travaille beaucoup plus sur une autre dimension que sont les transferts monétaires. Je suis vraiment sur la dimension financière entre les générations. Parce que ce qui se passe dans une société, en fait, est extrêmement simple, c'est que les gens qui sont d'âge moyen, je veux dire, travaillent, produisent des richesses, et d'une certaine manière, ces richesses, par différents canaux, sont redistribuées dans la société. Elles peuvent aller vers les plus jeunes, parce que tous ceux qui ont des enfants savent que ça coûte quand même très cher, des enfants. Donc d'une certaine manière, c'est un transfert. Et puis ça peut aller aussi vers les plus âgés, par des systèmes de retraite, et puis par différents mécanismes. Et donc il y a 3 institutions qui sont fondamentales dans la société. C'est bien sûr la famille, par laquelle transitent des transferts intergénérationnels. On pourrait parler aussi des héritages. Mais il peut y avoir aussi l'État qui socialise une grande partie des transferts, que ce soit par le système de retraite ou le système public d'éducation ou le système de santé qui coûte très cher également. Et puis enfin, un troisième canal qui serait le marché, via l'épargne, parce que d'une certaine manière, lorsqu'on ne consomme pas tout de suite et que l'on épargne de l'argent, et ben ce sera de l'argent dont on bénéficiera plus tard lorsqu'on sera vieux. Donc c'est un transfert entre les générations. Et alors, moi, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est finalement quantifier ces différents transferts. Et on a des magnifiques données qui sont produites par l'Institut national de la statistique. Et on peut reprendre depuis 40 ans, et parce que chacun, à chaque âge, chaque génération a pu gagner au cours de sa vie. Et on comptabilise tout ça, on récupère tout ça et on compte tout simplement combien gagne chacun à chaque âge de sa vie. Alors si vous prenez par exemple les transferts publics qui sont évidemment qui sont très politiques. Si vous prenez par exemple les personnes qui ont 60 ans et plus, les plus âgés d'entre nous, les retraités, on peut les appeler comme on veut, les 60 ans et plus, ils vont toucher beaucoup d'argent public, que ce soit en nature ou directement via leur pension, mais ils vont aussi payer des impôts. D'accord ? Donc il faut prendre la différence entre ces deux choses-là. Et aujourd'hui, quelqu'un de plus de 60 ans, en moyenne, il va gagner quelque chose comme un peu plus de 15 000 € de la part de l'État. Et bien ce montant-là, en moyenne, il n'a pas augmenté au cours des dernières années. Il a en fait plutôt diminué. D'accord ? Donc je dirais que l'État aide de moins en moins les plus âgés. Et si on prend à rebours ceux qui ont moins de 25 ans, ils gagnent plutôt moins. Ils vont gagner là, il n'y a pas de net parce qu'ils payent très peu d'impôts. Donc finalement, ils vont bénéficier à peu près en moyenne de 10 000 € chacun par an. Que ce soit directement via la politique familiale ou par la dépense d'éducation. Et ce montant a tendance à légèrement augmenter. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait dire, je dirais que l'État, en fait, ne se désengage pas de la jeunesse, vous voyez. Au contraire, il l'aide financièrement ou en nature. Alors après, on peut prendre peut-être une catégorie qui est plus particulière, qui vont être les 18-25 ans. Et alors, eux, c'est très particulier. Parce que finalement, en net, ils vont gagner très peu de la part de l'État. Ils vont pouvoir bénéficier, mais pas tant que ça. Et finalement, leur consommation, et on le voit dans les études, va être financée par 2 biens. Soit par eux-mêmes, par 2 moyens. Soit par eux-mêmes, à peu près à 60%, soit par leur famille. Il faut bien voir que 40% de la consommation de cette classe d'âge est financée par des transferts intrafamiliaux. Et ça, c'est 10 points de plus qu'il y a 40 ans. Donc finalement, vous voyez, cette jeunesse-là, elle n'est pas, je dirais, dépendante de l'État, ou elle n'est pas indépendante de l'État, finalement elle est assez peu en relation, mais elle est dépendante des familles. Et là se crée évidemment une inégalité qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a certains qui sont dans des familles pour lesquelles il y a la possibilité d'aider les jeunes, et d'autres qui ne l'ont pas.
D'accord ? Et alors je travaille sur une autre dimension qui est l'inégalité au sein des générations. C'est-à-dire lorsque je me compare avec les jeunes de ma classe d'âge. Moi, je ne crois pas tant que ça qu'on se compare avec des gens plus âgés ou avec les autres générations. Je crois qu'en fait, et vous pouvez en faire l'expérience personnelle, vous vous comparez beaucoup plus avec les gens de votre âge. Et là, je calcule en fait des indicateurs d'inégalité par classe d'âge et je m'aperçois que finalement, au cours du temps, dans la société française, eh ben, cette forme d'inégalité augmente de plus en plus. Alors même que les inégalités en moyenne ne bougent pas dans la société, ben, les inégalités au sein des classes d'âge, elles augmentent. Et c'est pour ça, vous me dites stop et donc je m'arrête, juste en concluant et en disant que moi je suis sur un plan plus politique, vous voyez, je ne suis pas tellement pour des mesures qui sont je dirais, universelle pour les générations, comme par exemple un revenu pour tous les jeunes, mais je reste beaucoup plus pour des mesures qui permettent de corriger les inégalités et qui corrigent les inégalités dont pâtissent ceux qui, au sein des générations, sont dans les situations les plus difficiles. Je pense que c'est un point qui fera débat dans la suite du panel, précisément de savoir s'il faut aujourd'hui des mesures générales ou des mesures beaucoup plus ciblées pour toucher un certain nombre de catégories, de situations précises plutôt que des mesures globales. C'est d'ailleurs toute la difficulté sans doute de la politique d'une manière générale, mais c'est un autre sujet. C'est à vous, Agnella. Je vous présentais en disant que vous étiez vice-présidente de la FAGE. Et là, on va essayer justement un petit peu de contester peut-être l'analyse d'Hippolyte. Donc, vous représentez les étudiants. Vous avez été très actif pendant la crise. Et on voit bien que cette génération-là, qui était notamment dans les études et dans le début d'un cycle de formation, a été particulièrement éprouvée par la crise Covid. Et on peut voir, il y a quelques économistes dans la salle, qu'en général, quand une crise aussi sévère économique intervient, je pense par exemple à la crise de 2007-2008, eh bien ceux qui étaient encore en formation ou pas loin du marché du travail, l'ont payé en fait pendant des années derrière. Précisément parce que la crise a un impact et qu'elle fragilise au moment assez fondamental d'entrer sur le marché du travail. Je vous laisse la parole pour nous dire comment vous voyez la situation des étudiants aujourd'hui et surtout ce qu'ils ont à nous dire dans cette période. Merci beaucoup. En effet, on a énormément entendu qu'avoir 20 ans, c'était très compliqué durant cette période de crise sanitaire. La question plus générale, et c'est ce qu'on peut retrouver à travers les Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Pardon. Je disais du coup, avoir 20 ans aujourd'hui, on l'a énormément entendu, c'est compliqué, c'est très dur durant la crise sanitaire. La question plus générale, c'est est-ce qu'avoir 20 ans de manière générale n'est pas compliqué déjà, hors crise sanitaire, comme ça a pu être un petit peu commencé juste avant. La crise sanitaire a juste mis en lumière la précarité étudiante. Elle n'est pas arrivée avec la Covid-19. La précarité était déjà là. Ça fait au niveau de la FAGE 11 ans qu'on a des épiceries sociales et solidaires qui sont très remplies. Aujourd'hui, on est à peu près 15 000 bénéficiaires. Alors oui, ça a augmenté. Oui, on a été obligé d'en ouvrir d'autres, à peu près une dizaine depuis un an. Mais cette crise sanitaire a permis de voir enfin la situation et de réellement prendre en compte. Je contredirais certains propos qui ont pu être dits. La jeunesse, au niveau de la politique qui a pu être menée, oui, n'a pas forcément été délaissée, mais l'investissement qui a été fait et qui a été mis en avant n'était pas efficient, n'était pas réellement adapté. On pourra voir par la suite les différentes propositions et la vision qu'on peut avoir, nous, la FAGE, en tant que première organisation étudiante. C'est des propositions qui, pour nous, doivent s'adapter aux besoins propres des étudiants et étudiantes, des jeunes, qui doivent être plus adaptés à la situation de chacun et chacune. De manière générale, la précarité étudiante est matérialisée par de la détresse alimentaire, les épiceries sociales et solidaires. On a eu aussi un impact forcément sur tout le parcours universitaire, académique, qui bien évidemment, quand on a tout simplement quand on ne peut pas manger, forcément suivre des cours, ça reste très compliqué. On a eu un taux de décrochage, on a pu réaliser 2 enquêtes, une 3 mois après le premier confinement et une 1 an après pour faire le bilan, où 1 an après c'était encore 84% des étudiants qui étaient en décrochage scolaire, une détresse psychologique qui bien évidemment était accompagnée de ce décrochage et de cette précarité alimentaire. Donc forcément la crise sanitaire a été plus dure, a été plus importante pour les étudiants et pour leur bien-être en général, mais la crise sanitaire n'a pas été le facteur principal de la précarité et de la détresse étudiante et des jeunes en général.
pour avoir peut-être un ton un petit peu plus positif, parce qu'on est un petit peu négatif jusqu'à présent, la précarité, et c'est ce que je disais, cette mise en lumière a quand même permis aussi un élan de solidarité. Bien évidemment, on pourra revenir dessus à travers d'autres interventions. Nos épiceries sociales et solidaires, je vais beaucoup en parler parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire, voire vital pour beaucoup d'étudiants et étudiantes. Ça a été beaucoup de dons. Je pourrais citer Bayard notamment, qui est représenté aujourd'hui. Ça a été également des ressources humaines avec des bénévoles, parce que nos épiceries ne tournent pas toutes seules. Ça a été un élan également intergénérationnel avec la prise de conscience. Se dire que oui, on est étudiant, en soi on est juste enfermé dans nos chambres, mais enfermé dans nos chambres, c'est un manque de lien social. Le lien social peut se faire notamment avec de l'intergénérationnel, on pourra aussi en revenir dessus tout à l'heure. Un élan de solidarité qui s'est réellement matérialisé, mais un élan de solidarité qui n'a pas été non plus suffisant. Et ce serait trop optimiste et trop beau si ça avait été la clé de toute la problématique étudiante. On a eu énormément d'étudiants, on entend souvent que les étudiants et étudiantes les plus en difficulté, les plus précaires, sont les boursiers et boursières. Malheureusement, et c'est donc là où la politique actuelle pour les jeunes n'est pas efficiente, ce n'est pas forcément les seuls, et ce n'est pas les seuls en fait, qui sont les plus atteints par cette précarité. On retrouve souvent ceux qui sont exclus du système de bourse, donc c'est peut-être là où il y a un réel enjeu. On ne demande pas à ce que la politique soit totalement reprise à zéro, mais on demande à ce qu'elle soit réellement réformée, de A à Z, pour qu'elle s'adapte réellement, pour qu'elle soit réellement efficiente, pour qu'elle soit adaptée à chacun, chacune, aux besoins, aux situations. Voilà, on parle aussi des liens familiaux, généralement, mais on n'a pas que des étudiants qui ont des liens avec leur famille, avec leurs proches. On a des étudiants qui sont en rupture familiale, on a des étudiants internationaux, extracommunautaires, qu'on va forcément retrouver dans nos épiceries sociales et solidaires. Et à ce titre-là, c'est une refonte du système actuel qui est nécessaire, plutôt qu'une politique réellement engagée autour de la jeunesse. Il faut qu'elle soit engagée, mais en écoutant et en soyant vraiment attentive à ce que la jeunesse a besoin. Et pour terminer, dans les propositions, on pourra aussi revenir par la suite dessus. Ce qu'on demande, c'est donc une refonte. Ce qu'on demande, c'est une prise de conscience de ce qu'on demande, de toutes les axes de dépenses qu'on a pu voir. Ça fait 18 ans que la FAGE, chaque année, fait des coûts de la rentrée, ce qui témoigne bien que ce n'est pas la crise sanitaire qui a été le seul facteur de précarité étudiante. Chaque année, on voit que les postes de dépenses augmentent. Le premier poste de dépenses reste le logement. Et du coup, cette table et cet échange tombent très bien, puisque le logement intergénérationnel, aujourd'hui, fait énormément de débat. Comment on peut allier à la fois la précarité étudiante, la situation et l'isolement des étudiants et étudiantes avec le besoin de liens sociaux. Est-ce que vous êtes favorable à un revenu dédié, à une sorte de revenu universel appliqué aux jeunes ? Aujourd'hui, la crise sanitaire, comme j'ai pu le dire, a mis à mal la jeunesse, a mis à mal les étudiants. On a besoin en effet d'un revenu minimum. Je ne dirais pas ni RSA ni garantie jeune, je dirais un mix des deux pour faire simple, puisqu'il faut l'accompagnement humain qu'on ne retrouve pas dans le RSA et qui aujourd'hui, on l'a pu le voir, est vraiment essentiel. Donc il faut vraiment quelque chose qui s'adapte, et l'accompagnement humain, on l'a énormément vu pendant cette crise, est juste primordial. Merci à vous. Hakim El Karoui, c'est à vous maintenant. Et je rappelais en vous présentant que vous avez écrit ce livre, La lutte des âges. Quand on entend la lutte des âges, on entend un peu en subliminal la lutte des classes. Est-ce que la lutte des âges va se substituer Est-ce que la lutte des classes va se substituer à la lutte des âges et vous, pour reprendre une expression qui a été utilisée à une autre époque sur un autre sujet, j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a une forme de débat impossible sur le sujet de l'intergénérationnel, que ce sujet est finalement fondamental, mais que personne n'a envie de le mettre dans le débat public, dans le débat politique, que les politiques s'en méfient, que c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore, qu'il était extrêmement piégé, et qu'en plus on est dans une société qui a beaucoup de mal à construire du consensus, et que précisément ce sujet-là risquait d'aviver des fractures, des débats, des contradictions, et peut-être des clivages au sein même d'ailleurs des formations politiques. Oui, effectivement. Il ne faut pas dire que... Enfin, c'est un sujet sur lequel il faut dire que tout va bien. Et moi, je pense que d'une certaine manière, tout va bien parce qu'il y a de la solidarité privée, mais sur le plan de la solidarité sociale, nationalisée, étatisée, je pense que tout va mal. D'abord, si on regarde l'effet du Covid. Le Covid, c'est quoi ? C'est un gigantesque effort de solidarité, en gros des moins de 60 ans pour les plus de 60 ans. L'âge moyen du décès du Covid, c'était 82 ans, et on sait qu'il y avait vraiment une rupture à 60 ans en termes de risque. Le monde, et notamment le monde riche, s'est arrêté pour préserver la vie des plus de 60 ans.
C'est formidable, il fallait le faire, personne n'en doute. Ça a été financé comment? Ça a été financé par de la dette. En France, 20% de dette sur PIB, donc à peu près 500 milliards d'euros. La question, ça va être qui va payer? Qui va payer dans un contexte qui est assez particulier parce qu'aujourd'hui, en France, quand on ne travaille plus, on gagne plus que quand on travaille. Alors évidemment, c'est une moyenne. Évidemment, il y a des petites retraites, des petites pensions, des pensions d'inversion qui sont très faibles. Mais le revenu moyen des retraités aujourd'hui, c'est cette année 110% de celui des actifs et en temps normal, 105%. Quand on regarde l'évolution de la détention du patrimoine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 20 ans, 1995, les moins de 50 ans et les plus de 60 ans avaient à peu près le même patrimoine cumulé. Aujourd'hui, il y a 60% d'écart entre les moins de 50 ans et les plus de 60 ans. Ça, c'est l'effet de la bulle immobilière, et notamment dans les grandes villes. Troisième chose, c'est la fiscalité. Début du quinquennat, Emmanuel Macron a dit on va baisser la taxe d'habitation, on va augmenter la CSG pour les retraités. Finalement, il est revenu sous l'effet des gilets jaunes, et on se retrouve avec une situation où, à part quelques retraités, les retraités payent moins d'impôts que les actifs. Pourquoi? Et c'est la quatrième fait social marquant. On croit que les retraités sont pauvres, et en fait, aujourd'hui, dans la répartition des âges, ils sont riches. En 81, voire même avant, les pauvres étaient majoritairement les retraités les plus de 60 ans. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des retraités, c'est 7%. 7% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Pour la population générale, c'est 16%. Et pour les enfants, c'est-à-dire les familles avec des enfants, c'est 25%. La pauvreté a changé d'âge. La richesse a changé d'âge. Et les impôts, eux, sont restés avec le système précédent. Et on a un système d'investissement qui a complètement décorrélé la répartition de la richesse avec la nécessité de l'investissement. Alors pourquoi? Il y a une raison, c'est la difficulté du débat, mais c'est d'abord qu'on est en train de passer d'un système démocratique à un système gérontocratique. Qui a voté aux élections régionales? 50% plus de retraités. Qui vote en général aux élections présidentielles? Qui sont les votants aux deux tours? Les élections présidentielles sont celles où il y a le plus de votants. 53% ont plus de 50 ans. De plus en plus, l'intérêt général est dicté par les gens âgés. Les gens âgés, ils défendent leurs intérêts. Et leur premier intérêt, c'est qu'on ne parle pas de ce sujet-là. Et c'est ça la difficulté principale. Quand on en parle, on se fait insulter. On donne des chiffres, on donne des faits que personne ne conteste. Mais on se fait insulter. Et on dit, oui, mais la veuve de Carpentras, ou d'Aix-en-Provence, elle a une petite retraite. C'est vrai. Mais le jeune, quand on regarde d'un point de vue macro, les jeunes et plus généralement les actifs, eux, sont les grands perdants de ce système. Donc, ça vient d'où? Tout simplement d'un phénomène démographique, le baby-boom. Le baby-boom, c'était beaucoup d'actifs à un moment, beaucoup de retraités aujourd'hui. Les baby-boomers ont fait peu d'enfants. La répartition ne fonctionne plus. Donc, il faut rééquilibrer le système. Ça passe par allonger la durée de cotisation des actifs, mais il ne faut pas que ce soit seulement les actifs qui payent, surtout qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Ce qu'il faut aussi, c'est bloquer les pensions aujourd'hui, et pas demain. Les pensions vont baisser énormément. Il faut qu'elles baissent progressivement dès aujourd'hui pour faire de la réserve et pour avoir un système un peu plus juste. Merci Hakim. Dans ce que vous avez dit, j'ai repéré au moins deux questions pour Agnella dans le temps de la discussion. Hervé Lebras, c'est à vous. Je rappelais, Hervé, que vous avez une capacité, j'allais dire méthodologique, à analyser de façon très fine l'anatomie sociale française depuis longtemps. Et donc votre regard, y compris dans votre regard aussi d'historien, est intéressant pour essayer de cerner. On voit bien quand même qu'il y a plusieurs lignes de clivage dans ce panel. Donc on va introduire peut-être un peu de durée et un peu de profondeur territoriale, j'allais dire, en vous écoutant. Merci beaucoup. Là, vous me demandez un programme très rude pour 5 minutes. Les conditions de vie des générations, telles qu'elles sont définies par des classes d'âge, ont beaucoup changé au cours du dernier demi-siècle. Hakim vient de le rappeler. C'est le cas pour la pauvreté, alors qu'en 1968, 40% des personnes âgées de plus de 65 ans vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Ce sont maintenant les jeunes qui sont les plus pauvres. Au seuil de 60% du revenu médian, 21% des jeunes de moins de 18 ans sont dans cette situation, 20% des 18-29 ans et 13% des 30-64 ans et seulement 8,5% des plus de 65 ans. Les classes d'âge se sont aussi séparées dans l'espace.
En 2017, 27% des jeunes de 20 à 24 ans résidaient dans une ville de plus de 100 000 habitants, contre 13% seulement des plus de 65 ans. Inversement, dans les communes rurales, c'est-à-dire hors pôle, multipolaires, vivaient 10% des 20-24 ans, mais 19% des plus de 65 ans. Une autre manière de présenter les choses, il y a 1,5 personnes âgées de plus de 65 ans pour un jeune de 20 à 24 ans dans les grandes villes, mais 6 personnes âgées de plus de 65 ans pour un jeune hors de ces grandes villes dans le rural. Dans d'autres domaines, jeunes et âgés divergent encore plus, on l'a rappelé notamment pour l'accentuation des écarts de patrimoine. On a donc écrit qu'un tel décalage, et on vient de le dire, allait conduire à une guerre des générations. Or, il semble que ce soit le contraire. Dans l'Eurobaromètre 247, à la question « Diriez-vous que vous êtes satisfait de votre vie familiale ?», 93% des Français répondaient affirmativement, dont 57% qu'ils étaient très satisfaits. Les pourcentages sont analogues dans de nombreux pays européens. Dans un sondage de l'IFOP publié la semaine dernière, 94% des grands-parents déclaraient être heureux ou très heureux en tant que grands-parents dans leur relation actuelle avec leurs enfants. Deux sociologues, Louis Roussel et Agnès Pitrou, fournissent une clé à cette apparente contradiction entre le décalage des situations des classes d'âge, c'est-à-dire objectives, et le plébiscite pour la famille. Le déséquilibre des situations a entraîné un échange entre les générations, les parents procurant argent et moyens, les jeunes offrant leur sociabilité. C'est-à-dire c'est le repas du dimanche en famille. Le déséquilibre des situations a entraîné un échange entre les générations, donc. Les économistes André Masson ou Hippolyte, ici présents, ont d'ailleurs insisté sur l'intensité des échanges intergénérationnels. L'attachement des Français à l'héritage est sans doute à interpréter de cette manière. La génération supérieure offre ainsi de dédommager à terme la génération inférieure. Au XVIIIe siècle, au contraire, le patrimoine des générations supérieures était souvent dépensé en rente viagère ou en tontine, suivant le modèle classique du cycle de vie de Franco Modigliani, ce qui en privait ses descendants. Bonheur privé, malheur public. Hors de la famille, les orientations politiques des générations sont sans doute une manière d'exprimer les différences qu'elles mettent en sourdine en famille. On a signalé la question du taux d'abstention des jeunes par rapport aux personnes âgées, mais je vais terminer par juste un exemple local, ici, et d'ailleurs, ou autour d'ici, dans le PACA. Dans le sondage IFOP sur les régionales en PACA le 2 juin dernier, les préférences des jeunes et des âgés diffèrent profondément. 18% des moins de 25 ans voulaient voter pour Governatori, l'écologiste indépendant, mais 1% seulement de plus de 65 ans, 18 fois moins. Inversement, 18% des 25-34 ans choisissaient Muselier contre 47% des plus de 65 ans. Ajoutons que la génération centrale, hélas, choisissait Mariani à 42%. Mais c'est une autre histoire, plus compliquée et légèrement inquiétante. Merci, merci Hervé Lebras. Oui, vous pouvez tout à fait applaudir. Et c'est intéressant parce que comme Hakim, vous posez aussi la question politique, la question du vote, la question finalement de l'équilibre et des choix collectifs qui sont arbitrés aujourd'hui plutôt par les générations seniors et qui pèsent davantage dans les choix collectifs et dans la désignation de nos élus que les jeunes générations. Ça me fera une question toute trouvée pour Agnella tout à l'heure. Je vais donner la parole, on va continuer à éclairer notre sujet intergénérationnel avec Sylvain Rabuel. Votre regard est d'autant plus intéressant. Vous dirigez un groupe donc, qui s'occupe du grand âge et on est à l'amorce d'un grand débat sur la dépendance, sur un nouveau risque qu'il va nous falloir assumer collectivement et asseoir sur un mécanisme de solidarité. Et donc, le métier que vous faites, les métiers que vous développez, on voit bien que, bien évidemment, avec le vieillissement de la population, c'est aussi quelque chose de très important qui va peser dans l'équilibre intergénérationnel. Et donc, on est particulièrement attentif à ce que vous allez dire sur votre activité et sur la façon dont vous la percevez, dans le rôle qu'elle joue dans la société aujourd'hui. En effet, je crois qu'un groupe comme le nôtre et tous nos concurrents et confrères, on est des acteurs de la relation intergénérationnelle puisqu'on opère des services et des habitats pour personnes âgées. Il se trouve que les professionnels qui les opèrent sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui vont de 20 à 40 ans. Mais à 40 ans, on est encore très jeune désormais. Et donc, chez Domusvie, il y a 40 000 jeunes qui accompagnent, protègent et soignent environ 70 000 personnes
très âgés. Et c'est là où on voit que toutes ces grandes catégories jeunes-vieux ne veulent rien dire. Les clients de Musvis sont des gens qui ont plus de 85 ans. 92, 95, et on a énormément de centenaires. Ce sont des gens qui sont nés avant la guerre, donc on n'est clairement pas dans la génération des baby boomers qui était évoquée tout à l'heure. Donc c'est deux extrêmes de population. Et de ce point de vue-là, la crise de la Covid l'an passé a été un révélateur d'une immense solidarité pour ce qui nous concerne. Parce que lorsqu'on est entré dans cette crise en février de 2020, l'une de nos craintes, c'était l'abandon de poste. Face à la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur de rapporter la maladie chez soi, de la donner à des membres de sa famille. Et dans certains pays, en Europe, on a vu des phénomènes d'abandon de poste massifs dans nos métiers. Absolument pas en France. De la même manière, lorsque le confinement national est arrivé, lorsque les écoles ont fermé, on a eu là aussi peur d'un abandon de poste de fait, puisque nos équipes sont majoritairement des équipes féminines, et dedans, malheureusement, beaucoup de mères célibataires, et donc il y a un problème matériel de fait, et cet abandon de poste forcé n'a pas eu lieu non plus. Et donc tout ce qu'on a vu dans cette crise l'an passé, c'est au contraire un engagement démultiplié des jeunes, de nos jeunes, envers nos très vieux. Donc on voit bien que sur le plan individuel et sur le plan des individus, de l'esprit public, il y a une empathie entre générations, même quand la vie est en jeu. Et donc ces deux générations-là ont fait bloc. Et en fait, deuxième chose qu'à mon sens la crise Covid a révélé, c'est que ces deux publics, les jeunes et les très vieux, sont des publics fragiles et qui souffrent du même problème, qui est un problème d'inclusion sociale. Les jeunes ont du mal à entrer dans la vie et dans la société, et la crise Covid ne les y a pas aidés. Et les très âgés, clairement, on a tendance à les expulser de la vie sociale et de la société. Et il y a un immense problème d'isolement et de solitude chez les très âgés. Donc en fait, ce sont des publics qui, paradoxalement, partagent, à mon sens, la même fragilité que la crise Covid a révélé. Donc moi, pour ce qui me concerne, j'en appelle à résoudre ces problèmes de déséquilibre systémique que vous soulignez, à mon avis, avec justesse, et c'est notre responsabilité de citoyen de voter pour ça. Et puis, lorsqu'on a des responsabilités, d'agir pour faire vivre le lien intergénérationnel. Et les chefs d'entreprise que je suis, on a une responsabilité immense. Par exemple, ce sera mon dernier mot, mais j'aimerais souligner la question des aidants, avec lesquels, moi, par nature, je suis en contact, puisque les aidants sont les familles de mes clients. Il y en a 11 ou 12 millions en France qui s'épuisent dans l'accompagnement de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qui sont malheureusement très peu aidés. Et nous, les entreprises, on a une responsabilité considérable à leur faciliter la vie. Et donc ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'attendre de l'État, d'une élection pour le faire. Donc on a tous, à notre échelle, une action possible à faire pour soulager ou entretenir le lien entre nos générations. Merci à vous. Pascal Rufnac, c'est vous qui concluez ce premier tour de panel. Je rappelais que vous dirigez le groupe Bayard. Et vouliez-vous insister sur une forme de paradoxe, de décalage entre le ressenti personnel, individuel, familial, et puis la perception sociale, en fait, de cette situation intergénérationnelle. Merci Vincent. On a parlé du paradoxe entre le bonheur familial et intime. Il faut que le micro soit bien, ou sinon, tiens, celui-là. Tant pis pour le Covid. Entre le bonheur familial et intime et parfois la douleur sociale et les déchirements. Moi, je suis éditeur. On s'intéresse dans le groupe Bayard au public un peu aux marges de la société. Évidemment, les enfants, les jeunes, vous connaissez probablement J'aime lire, Pomme d'Api, puis les seniors. On a créé Notre Temps en juin 68. Il y avait 6 ans d'espérance de vie à l'époque, après la retraite. Il y en a 26 aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est les représentations que ces publics ont de leur propre vie, de leur parcours de vie, etc. Et le Club Landois, qui est un think tank créé justement pour essayer de résoudre, de trouver des solutions pratiques à la transition démographique,
dans les analyses des représentations qu'il a faites des seniors, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas j'apprends, je travaille douloureusement, et enfin la retraite, 26 ans devant moi, c'est fantastique. Non, à 50 ans, voilà, 50 ans, il y a un moment de bascule qui se passe, hein, la seconde vie, comme l'a dit un philosophe, François Julien. J'ai travaillé 25 ans, et j'ai 25 ans devant moi en bonne santé. Voilà. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais être utile? Voilà, alors il y a des utilités obligatoires, s'occuper de ses enfants, de ses parents très souvent, mais comment je vais me rendre pour moi-même ce sentiment d'utilité qui est quand même la chose la plus importante qui soit dans la vie, puisqu'elle nous rend à nous-mêmes, elle nous fait porter un regard positif sur nous-mêmes. Sur les jeunes, est-ce que ça existe au fond? Parce que les statistiques, c'est super, et merci, mais c'est aussi des vérités moyennes. Vous prenez PISA, la France 22e, c'est atroce. En fait, non, la France, elle est première sur le premier décile. Et puis, elle est 40e sur le dernier décile. Voilà. C'est les inégalités sociales et les frontières culturelles. Les inégalités sociales, chez les jeunes, elles sont monstrueuses entre jeunes. Si vous êtes né à Meudon ou à Saint-Denis, votre destin culturel, votre destin de vie, il n'est absolument pas le même. Il y a 20% de chômage chez les jeunes, mais en réalité, il y en a 80% chez les moins aidés. Et il y a 80 000 jeunes qui, chaque année, parmi les 800 000 qui sortent, sont totalement exclus du système et pour lesquels il n'y a aucune manière de se rattraper aux branches. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de réduire ces inégalités sociales. Moi, je n'ai pas la réponse, mais il y a des tas d'associations qui essayent de faire des choses concrètes, qui essayent notamment d'aider les jeunes sur le plan culturel, parce qu'on sait que c'est une des choses les plus compliquées pour se sentir à l'aise dans la société et réussir, qui les aident aussi financièrement. On l'a vu avec la FAGE, qui construisent des logements intergénérationnels. Voilà. Il y a aussi essayer de se comprendre. Quand vous parlez à un jeune de 17 ans, vous voyez que la question du genre, voilà, c'est une question, nous, c'était la libération sexuelle il y a 30-40 ans. Mais aujourd'hui, c'est la question du genre, d'identité. Qui suis-je? 27 catégories de genre. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver pour un senior, de discuter avec un jeune. Mais ça veut dire quoi, ces 27 catégories? C'est qui suis-je? Est-ce que je suis pan, bi, homo, etc. C'est une façon de se définir soi-même. Et l'écologie, ça, c'est une grande frontière. Alors, les seniors commencent à s'y intéresser un peu plus, heureusement, mais l'écologie, c'est une frontière non négociable pour les jeunes. Et ça, c'est la culture. C'est comment on dialogue ensemble sur ces sujets. Voilà, comment on essaye de réduire, non pas nos inégalités culturelles, mais nos frontières culturelles. Et ça, je crois que c'est, comment dire, la nécessité absolue de notre société aujourd'hui, c'est de se parler, voilà, et d'écouter, et voilà, ce dialogue, la modération, la nuance, qui ne sont pas forcément toujours de mise. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Et puis, je finis juste sur l'éducation. L'éducation, les 1000 premiers jours, là, c'est une mesure qui vient de sortir, les 1000 premiers jours de l'enfant. Voilà, beaucoup de choses, tout ne se joue pas avant 6 ans, mais beaucoup de choses, dont une chose qui est un enfant, ça a besoin de temps pour grandir, d'attention et de sécurité. Voilà. Les mots, ils viennent là. Les 1000 premiers jours, c'est là où on apprend, c'est là où les 500 mots de différence entre un enfant du quart-monde et un enfant de classe moyenne vont naître. Quand vous avez plus ces mots, vous vous en sortez plus dans la vie. Quand vous êtes plus capable de dire ce que vous ressentez, vos émotions, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences socio-émotionnelles, eh ben, vous ne pouvez plus vous situer et vous sortez petit à petit d'un système où c'est important d'être capable d'échanger avec les autres. Et c'est ça qui souvent fait la réussite en entreprise, dans la vie publique, etc. en général. Donc l'éducation à court terme, aider les jeunes par tous les moyens possibles, l'apprentissage, etc. Voilà. Et à long terme, je dis long terme parce que c'est les petits-enfants, c'est vraiment s'occuper de la toute petite enfance. On a toujours en France un système formidable de maternelle, mais il est parfois en train de s'effriter. Il faut le soutenir, et il faut soutenir la parentalité, parce que c'est dans les familles que ça joue. C'est comment aider les parents, et on retrouve là ce lien intergénérationnel français qui est très fort, mais qu'il faut aussi nourrir et aider les plus fragiles. Merci, merci Pascal. Merci à vous. Agnella Lamnawar, vous avez été interpellée par plusieurs finalement des panélistes. Alors bien évidemment, je le dis d'emblée, il ne s'agit absolument pas d'avoir un jugement critique sur la jeunesse. En plus, ça a été dit, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Mais plutôt vous interpellez. J'ai deux questions en fait. J'ai une première qui vous interrogez sur le paradoxe qui a été souligné par plusieurs panélistes. On voit bien que les enjeux de la jeune génération
sont très très forts. Et en même temps, la participation des jeunes lors des élections, peut-être que ça a certainement un signal qui là n'est pas un signal faible, mais un signal fort d'un problème un peu systémique, j'allais dire du fonctionnement même de notre démocratie. Mais comment vous percevez cette nécessité à la fois pour votre génération de peser dans les choix collectifs et la difficulté qu'il y a de le faire dans le cadre qui existe aujourd'hui ? Je dirais que c'est un tout et un tout en différentes temporalités. Un tout pour moi, en tout cas pour la vision qu'on a à la FAGE, la sensibilisation à la culture, comme j'ai pu l'entendre, mais également à la vie citoyenne, à la nécessité et l'importance de voter, c'est un enjeu en soi. Comme c'est un enjeu qui est dans le cadre des échéances électorales, mais aussi un enjeu sur la durée, sur la pluriannualité. L'important, c'est oui, d'appeler à voter. C'est ce qu'on a pu faire dans le cadre des élections régionales et puis ce qu'on commence également à faire maintenant pour les législatives. Mais c'est plus général et plus systémique, comme souvent dans les problématiques étudiantes. C'est aborder déjà l'éducation citoyenne. Déjà, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on veut. J'entendais tout ce qui était thématique autour du genre. Savoir qui on est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et quelles décisions on va prendre. C'est déjà un grand pas et c'est déjà une grande avancée. Sensibiliser à la culture également. C'est vraiment un tout au final, c'est ouvrir les jeunes à la société, à ses enjeux, à ses divergences. C'est par exemple inviter, nous on a une de nos fédérations qui s'appelle l'ARES, la Fédération des étudiants et étudiantes en sciences sociales, qui est partenaire de ce genre d'événements, d'organisations, et c'est très important pour nous d'être présents et présentes, de représenter et de les sensibiliser. Donc pour nous c'est tout le temps et partout au final que ça se joue et qu'il y a des enjeux. Je ne vous cacherai pas que c'est pas compliqué d'être sur tous les pans et tous les axes, mais c'est aussi, comme je pouvais le dire, sur une différente temporalité, parce que si, je reprends toujours cet exemple qui est un petit peu marquant, mais si l'étudiant n'a pas de quoi manger ou dormir, ça va être très compliqué de lui dire « intéresse-toi à la culture, va voter ». Parce qu'il sera là, j'ai d'autres priorités et mon urgence n'est pas là. Donc ça va être répondre sur les différents axes, les différentes temporalités et également être là, s'engager, ça fait partie des enjeux. Et c'est aussi comme ça qu'on s'ouvre soi-même et donc forcément qu'on invite les autres à s'ouvrir à la société en général. Je vois Hervé Lebras qui veut réagir. Hervé ? Oui, non, je partage tout à fait cette opinion, mais si on prend la question de l'abstention au régional, elle me paraît une sorte d'évidence, dans la mesure où, au fond, les personnes... pourquoi elle est une évidence ? C'est parce que le budget total des régions, c'est à peu près 30 milliards d'euros. Le budget national pour de l'État, ça doit être à peu près 570 ou 600 milliards. Oui, il y a des choses importantes dans les régions, mais 30 milliards et 100 milliards, donc c'est quand même très peu de choses. C'était presque incompréhensible. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les personnes âgées, je dirais, ont voté par habitude. Et puis les jeunes, ils ne voyaient pas pour quelle raison ils se déplaceraient, hein, quel était l'intérêt. Alors il y a bien sûr la partie des universités, mais enfin c'était très faible dans les programmes que j'ai pu lire. Hein. C'était pas ça qui allait les mobiliser. Je voudrais poser une question à Kim El-Karoui. Là aussi, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première sur un domaine qu'on n'a pas complètement évoqué jusqu'à présent. Mais il y a quelques mois, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a pris une décision extrêmement intéressante. Elle a retoqué une bonne partie du plan du gouvernement, le plan climat du gouvernement allemand, au prétexte que celui-ci repoussait pour les jeunes générations les efforts à venir et qu'il y avait donc une sorte de rupture du pacte générationnel et qu'il n'y avait aucune raison de repousser trop loin aux générations futures et aux jeunes générations d'aujourd'hui l'effort qu'il faudra faire, qu'il sera donc beaucoup plus décisif, beaucoup plus puissant. Et donc il incitait le gouvernement à prendre des mesures dès aujourd'hui plus audacieuses pour précisément répartir la charge, mieux répartir la charge. Est-ce que cette problématique-là ne risque-t-elle pas de percuter aussi le débat que nous avons sur l'intergénérationnel ? Très franchement, j'espère qu'elle va percuter le débat. Parce qu'il y a deux grandes dettes. Il y a la dette financière et il y a la dette climatique. Dans les deux cas, ce qu'on propose, c'est que ce soit la génération d'après qui rembourse les dépenses de la génération précédente. Génération précédente qui est plus riche que la génération des actifs. Encore une fois, si les retraités étaient pauvres, on ne se dirait pas il va falloir qu'ils financent. Non, ils sont devenus plus riches que les actifs.
Et c'est vrai d'un point de vue financier. Puis après, il y a le sujet, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants en termes d'emprunt? Il est grand temps qu'on ait d'abord un débat sur qui doit payer. Et d'une certaine manière, le Covid, qui est à l'intersection entre ces deux crises, parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet de connexion. On ne sait pas d'où vient le Covid, si ce n'est qu'il y a le Parti communiste chinois a fait ce qu'il fallait pour qu'au moins il sorte de Chine. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une connexion avec la question du climat, la déforestation, etc. Le sujet du Covid, c'est 20 points de dette en un an, en plus, qui doit être payé par l'ensemble des générations. Personne ne dit, peut-être qu'on va faire enfin de la solidarité entre les générations. Puisqu'il y a, c'est pas une génération, de 0 à 60 ans, des gens qui ont tout fait pour préserver la santé, et on a eu raison, des plus de 60 ans, peut-être qu'il faudrait que les plus de 60 ans, aujourd'hui, s'interrogent sur comment ils vont rembourser cet effort. Et pas qu'on dise, on va cantonner ça, ce qui a été fait par le gouvernement, on va cantonner la dette Covid pour qu'elle ne pèse pas trop sur l'activité aujourd'hui, on va la faire rembourser par la CRDS, c'est-à-dire par la cotisation des actifs, et on va commencer en 2028. La réponse est non. Et c'est vrai aussi sur le sujet climatique. Sur le sujet climatique, on sait bien qu'il faut investir énormément, à la fois dans la transition, et cette transition, on ne peut pas la faire seulement à crédit. Donc la question, c'est qui paye. Quand on regarde la répartition des richesses entre les générations, on se dit que la génération des retraités actuels peut payer, en préservant les petites retraites, qu'on le fasse, qu'on le mette dans le débat. Et là, on dit non, c'est pas possible parce que c'est eux qui votent. Et là, on est dans une impasse politique. Je donnerai juste un exemple. En Allemagne, où il y a depuis 50 ans un débat sur la démographie, en 2002, Gerhard Schröder a fait des réformes. Il a fait évoluer rapidement le modèle social allemand. Aujourd'hui, le niveau de revenu des retraités allemands, c'est 87% de celui des actifs. Et les actifs français payent chaque année 90 milliards d'euros de plus que les actifs allemands pour financer les retraites. Tout le problème de la compétitivité du travail français, il est là. Ayons au moins ce débat-là sans se faire insulter. Hippolyte. Magda, vous vouliez réagir et après j'aurai une question pour Hippolyte Dalbis. Oui, je voulais juste réagir pour renforcer un petit peu le propos de Hakim, c'est-à-dire que sur les 30 prochaines années, on sait ce qui va se passer sur le plan démographique. Et on le savait aussi il y a 30 ans. Donc on le sait et il ne se passe rien. Quand on découvre qu'il y a beaucoup d'étudiants, on le sait bien, c'était il y a 20 ans, c'était la génération 2000. Donc on a quand même les outils pour pouvoir agir. Voilà, les outils statistiques. Merci Magda. Hippolyte, est-ce que ce que vous venez d'entendre quand même dans le panel vous incite pas à tempérer votre vision un peu optimiste de notre modèle intergénérationnel? Est-ce que ce qu'on a entendu de la part d'Aniela laisse pas penser que vous sous-estimez un peu les difficultés de la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que les questions liées au climat, à la dépendance qu'on a évoqué aussi, vont pas demander quand même des ajustements très forts du modèle? Et au-delà des ajustements, j'allais dire, de l'agilité que vous nous avez décrit, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui, de ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, a montré une certaine adaptabilité, il a bougé, il s'est régulé entre l'État, les familles, etc. Donc il est moins figé qu'il n'en a l'air, mais pour autant, face aux défis absolument colossaux que nous avons devant nous, est-ce qu'on peut se contenter simplement d'une description d'un modèle intergénérationnel de transfert qui, grosso modo, fait son boulot aujourd'hui ? Non, évidemment qu'on ne va pas se contenter de statistiques et qu'il faut aller voir ce que chacun dit. Et puis ce qu'on entend ici, c'était beaucoup de nuances et beaucoup d'intelligence justement sur cette question intergénérationnelle. Et finalement, vous savez, dans la session précédente, il y a la ministre espagnole qui a dit que le Covid, ça avait été comme un stress test pour nos économies. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid, ça a été aussi un stress test pour nos générations. Et moi, je trouve quand même qu'on en est plutôt bien sorti parce que, je veux dire, c'est quand même un moment ou une année qui a été exceptionnelle en termes d'intergénérationnel parce qu'on s'est soucié des autres. Et lorsqu'on a pu justement revoir d'autres gens, les premières personnes qu'on a été voir, c'est sa mère, c'est son père, c'est son grand-père, son grand-mère, voilà. Donc l'intergénérationnel, il est là, il compte. Maintenant, par rapport à ces différents transferts ou ces questions monétaires ou politiques, voilà, en fait, le système, je veux dire, c'est assez simple, c'est que on souhaite avoir une fin de vie qui soit digne. C'est très important. On ne peut pas vivre dans une société où les personnes âgées, vulnérables, etc., soient dans des situations
épouvantable de grande pauvreté. Et justement, moi, quand j'ai ce chiffre de la pauvreté parmi les personnes âgées qui est maintenant très faible, ben, je me dis, voilà, je ne vais pas tout de suite l'opposer avec d'autres pauvretés pour d'autres catégories. Je me dis, bah, tant mieux, notre système a réussi. Il a éradiqué la pauvreté chez les plus âgés, qui est quelque chose d'insoutenable. Et en même temps, il faut donner la possibilité à la jeunesse de pouvoir faire sa vie, et de réussir et de s'approprier son monde et relever ses défis qui sont les siens, qui sont éventuellement ceux du genre, qui sont les climatiques, etc. Mais chaque génération a ses défis et la nouvelle génération en a, et c'est pas facile, et elle y arrivera. Il faut d'une certaine manière la soutenir, mais ce sera à elle de les relever. Donc voilà. Donc moi mon sentiment, c'est que bien sûr qu'il y a des personnes à tous âges qui sont dans des situations difficiles, mais c'est pas en opposant les âges qu'on arrive à régler ces problèmes. Merci. Hakim, vous voulez réagir? Et peut-être moi j'ai pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Hippolyte. On se dit quand même qu'on va rentrer là dans une année de débat démocratique importante à bien des égards, et on voit bien que la question de l'intergénérationnel peut être traitée sous des angles très très différents. Il y a la question, non pas de la jeunesse, mais de certains jeunes, donc de la capacité des politiques publiques à faire des choses beaucoup plus ciblées. Il y a des questions plus systémiques qui concernent la dépendance, dont on a dit un mot tout à l'heure. Il y a la question du climat qui va peser aussi, et la question de la dette que vous évoquiez. De quelle manière cette question-là peut avoir une chance de venir dans le débat politique et dans le débat de la présidentielle à venir? Je ne demande pas si vous êtes candidat. Hein. Non, je pense qu'elle ne viendra pas, ou qu'elle viendra de façon détournée. Hippolyte dit qu'il ne faut pas opposer les âges, sauf que le système français, c'est un système de répartition. Donc c'est les actifs qui financent les retraités. Donc le sujet, ce n'est pas les opposer, c'est trouver le bon équilibre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas le bon équilibre. C'est tout. Après, je pense qu'il faut en parler. Je ne crois pas qu'il y ait aucun chiffre qui démente cette affirmation. Mais on va pas. Enfin, si on en parle, c'est insupportable. Et donc, on n'en parlera pas. Je pense que c'est ça qui va se passer, malgré le Covid. Et après, on dit, c'est formidable, il y a de la solidarité privée. C'est formidable, la solidarité privée. Mais là, on parle de la socialisation, du financement, de qui c'est qui paye. C'est une mauvaise question financière. Qui c'est qui paye? Qui va payer la dette Covid? Moi, je vous le dis, c'est les actifs. Et c'est dommage parce que les pensions vont baisser. Il faudrait mieux qu'elles baissent un peu maintenant, qu'on fasse des réserves. On est sur des sujets démographiques, donc on sait ce qui va se passer. Mais ceux qui votent sont ceux qui vont décider de ne pas faire de transfert dans l'autre sens. Merci, j'espère qu'en écoutant ce panel, vous aurez, vous, entendu des raisons de faire vivre ce débat dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense qu'il est passionnant. On voit qu'il a de nombreux aspects et qu'il a surtout un impact très très fort sur la société. Est-ce que, Hippolyte, tu veux ajouter un dernier mot? On est quasiment au-delà de notre temps imparti. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Là, je voudrais remercier la Timekeeper, là, qui ça fait maintenant 10 minutes qu'elle nous dit que c'est terminé. Et vous remercier tous voilà, pour votre attention, et les différents membres du panel, et toi, Vincent, pour avoir tout animé de façon exceptionnelle. Merci à vous tous et bon après-midi.